Bonjour et bienvenue sur Avant j'étais prof, le podcast des enseignantes et enseignants qui ont osé la reconversion. Je m'appelle Florence, je suis professeure des écoles et j'aime vraiment enseigner. Pourtant, il peut m'arriver de penser à changer de métier, ne serait-ce que par curiosité. Mais comment quitter une profession où reconversion est synonyme d'exception ? C'est ce que j'ai décidé de partager avec vous en décryptant 2 fois par mois les parcours aboutis de professeurs reconvertis. Dans cet épisode, je reçois Caroline, 42 ans, qui a su se construire un parcours aussi atypique que fascinant. Elle a d'abord enseigné 10 ans en tant que professeure des écoles, en passant 3 de ses années aux USA. Elle a ensuite obtenu une disponibilité dont elle bénéficie depuis maintenant 8 ans. Elle en a profité pour parcourir le monde et se former au yoga qu'elle enseigne aujourd'hui. Dans cet épisode, on parle des conditions d'enseignement en France et à l'étranger, du choix surprenant de s'offrir une mini-retraite en cours de carrière, des bienfaits de s'ouvrir au monde et à soi-même, et enfin de la disponibilité comme option pour se créer une autre voie en gardant sous le coup de la sécurité de l'emploi, le tout malgré les freins administratifs que ça peut entraîner. Bonne écoute! Bonjour Caroline, bienvenue sur le podcast. Avant qu'on entre dans les détails de ton parcours, est-ce que tu voudrais bien te présenter ? Donc moi j'ai 42 ans, je suis donc professeure des écoles pour l'instant. J'ai choisi de vivre une partie de ma vie en tout cas en dehors de ce métier-là pour justement apprendre qui j'étais en dehors de professeur des écoles. Moi c'était vraiment un choix et c'est quelque chose que j'avais envie de faire. Et donc aujourd'hui je suis un petit peu au bout de cette expérience et voilà où j'en suis aujourd'hui. T'as un parcours assez atypique comparé aux autres invités parce que t'es pas sur une reconversion complète ou définitive. Mais si on prend les choses dans l'ordre, comment ça s'est passé au niveau de ton parcours scolaire jusqu'à ce que tu commences à enseigner ? Je savais très tôt ce que je voulais faire. J'ai su à 13 ans que je voulais être professeure des écoles. Je voulais travailler avec les enfants. En tout cas, ça, c'était une certitude déjà dès que j'étais petite, quand j'étais au collège. Je voulais notamment enseigner à l'étranger. J'avais à l'époque mon oncle qui enseignait en Afrique et c'était mon rêve de faire ça. Donc, j'ai fait toutes mes études en fonction de ça. Après, j'ai fait à la fac, j'ai fait une fac de géographie et après, j'ai fait une licence aussi de sciences de l'éducation en plus. Et puis après, j'ai passé mon concours puisque moi, à l'époque, après la licence, on passait un concours pour entrer à l'UIFM. Et dans ta carrière enseignante, quel a été ton parcours ? J'ai commencé, alors ma toute première année, c'était une petite section de maternelle. À l'époque, c'était une année en lycée complémentaire. Ensuite, j'ai enseigné quelques années en CM1 et là, j'étais en zone d'éducation prioritaire. C'était un choix, j'avais vraiment envie d'enseigner dans ces milieux-là. Après, justement, dans la poursuite de ça, j'ai passé mon diplôme de maître spécialisé option F pour travailler en SECPA. Et puis donc après, je suis partie enseigner aux États-Unis dans une école française et là j'ai enseigné en CE2 et après en moyenne section maternelle. Et d'un point de vue administratif, t'as fait comment pour enseigner à l'étranger ? Alors à l'époque, j'avais obtenu un détachement. Je sais qu'aujourd'hui, des fois, c'est difficile de l'avoir, mais moi, oui, j'avais eu mon détachement. Et ensuite, tu as postulé selon tes envies sur des écoles aux États-Unis ? Alors oui, au final, j'ai postulé de moi-même sur des écoles aux États-Unis parce qu'il faut savoir qu'aux États-Unis, les écoles, en tout cas françaises, sont des écoles privées. Donc oui, on peut passer par la EFE ou la mission laïque, mais je ne sais pas s'il y en a des missions laïques aux États-Unis. Tu recherchais quoi en partant enseigner à l'étranger ? À l'époque, je recherchais des choses sur un point de vue personnel. J'avais un petit ami qui habitait aux États-Unis, donc je voulais surtout me rapprocher de lui. Mais en revanche, moi, j'ai toujours eu ce désir d'enseigner à l'étranger. Comme je te disais, c'était déjà mon souhait avant même de devenir enseignante, c'était d'enseigner à l'étranger, et plus particulièrement en Afrique. Donc, il se trouve que les États-Unis et l'Afrique, c'est quand même assez éloigné. Mais si je partais me rapprocher de mon ami et puis enseigner aux États-Unis, dans l'idée, moi, il y avait quand même la réalisation d'un rêve qui était celle d'enseigner à l'étranger. Et puis, accessoirement, ça me donnait aussi l'opportunité de vivre dans un pays qui avait une autre langue. Et moi, j'avais très envie d'apprendre l'anglais. Et donc, c'est suite à ces 3 années d'enseignement aux USA que tu as décidé de prendre une dispo pour t'offrir la liberté de voyager. Ça aussi, ça a été en fait encore une année charnière. En fait, ce qui s'est passé, c'est que
Moi, je me suis séparée avec mon ami de l'époque et du coup, j'ai ressenti l'envie de changer quelque chose dans ma vie, en fait, parce que cette rupture, ça m'a révélé tout un tas d'autres choses intérieurement, quoi. En fait, j'avais beau avoir un métier qui me faisait à ce moment-là rêver, parce qu'enseigner à l'étranger, c'était vraiment un de mes rêves. J'avais une situation personnelle qui était très confortable comparée pour moi en tout cas, à comparer à ma situation de professeur des écoles en France, notamment parce que même si pour les États-Unis, les salaires ne sont pas forcément très élevés, moi, par rapport à mon salaire en France, j'avais quand même un bien meilleur salaire qui était un peu plus du double de mon salaire en France. Donc, il me permettait quand même d'avoir un confort de vie bien meilleur. Et puis, notamment, dans ma classe, j'avais la classe où il y avait le plus d'enfants de l'école et c'était 19 élèves. La première année, j'avais 12 élèves dans ma classe. Donc du coup, j'avais quand même un confort de travail. Après, c'est vraiment un système plus d'entreprise, hein. Il faut savoir qu'on est embauché par une école, qu'à tout moment on peut être licencié, même en cours d'année. Enfin, donc c'est vraiment un fonctionnement qui est différent. Mais en fait, si tu veux, à ce moment-là, tout ça, ça avait l'air sur le papier absolument génial pour plein de gens, surtout dans mon entourage. Et moi, en fait, je me sentais hyper vide. J'avais l'impression que j'avais perdu la foi, parce que je suis vraiment rentrée dans l'éducation nationale par passion et ouais, vraiment par foi en fait. Et du coup, j'avais perdu cette passion. J'avais l'impression que j'avais énormément donné pendant toute ma carrière et que je m'étais un peu oubliée là-dedans et que j'avais besoin de me concentrer sur quelque chose, sur un projet qui me ferait rêver à nouveau, qui me donnerait envie à nouveau et de prendre vraiment du temps pour me consacrer à moi, en fait, savoir ce que j'avais envie, justement, et me nourrir, en fait, me nourrir de nouveautés, de créer quelque chose de neuf. Et en fait, aussi loin que je me souvienne, un de mes rêves d'enfance et d'adolescence, c'était de faire un tour du monde. Pour moi, à l'époque, ça me paraissait assez impossible. Et même financièrement, quand j'étais prof en France, je t'avoue que financièrement, je galérais beaucoup. On n'a pas un salaire non plus mirobolant, même si plein de gens considèrent que les enseignants sont bien trop payés pour le travail qu'ils fournissent. Moi, j'ai toujours considéré que j'étais payée au lance-pierre par rapport aux heures que je passais à travailler. Mais ça, c'est mon regard sur mon métier. Mais ça a aussi contribué au choix que j'ai fait par la suite, en fait. Et ouais, en fait, donc à ce moment-là, je me suis dit, en même temps, pourquoi pas réaliser ce rêve, parce que à ce moment-là, c'est ce qui m'a animée, en fait. J'avais besoin de me raccrocher à un nouveau rêve. Et surtout pour rebondir, en fait. J'allais travailler en me forçant à sourire. Tu vois, pour moi, je me regardais le matin dans mon rétroviseur de ma voiture sur le chemin et je me forçais à sourire pour arriver le matin avec un visage souriant et rayonnant, parce que ça, c'est pareil. Pour moi, je considère que quand on enseigne devant les enfants, on ne peut pas se permettre de dire je laisse impacter mes émotions personnelles dans mon métier. Enfin, on ne travaille pas en face d'ordinateur, on travaille non seulement en face de personnes, mais d'autant plus avec des personnes qui ont une très grande sensibilité, qui sont très poreux. Et pour moi, c'était pas possible de laisser paraître mon mal-être dans mon métier. Et ça ne l'a jamais été de toute façon. Et ça a aussi fait partie des choix pour lesquels j'ai choisi d'aller chercher quelque chose qui me donnait vraiment envie, parce que j'avais besoin d'être complètement honnête avec moi-même, complètement honnête avec mes valeurs aussi. Et pour moi, voilà, ce métier-là, c'était soit je le fais à fond, soit je le fais pas. Et je pouvais pas le faire à moitié. Je me suis toujours dit, tu vois, justement, le fait de ne plus réussir à sourire naturellement alors que j'étais entourée d'enfants et d'élèves, c'était adorable. Enfin, je veux dire, j'avais pas de difficultés, faut le dire, à ce moment-là. Après, ça n'a pas toujours été le cas. J'ai eu des classes beaucoup plus difficiles dans le début de ma carrière, ça a aussi contribué à m'essorer beaucoup, hein, parce que je me suis pas assez peut-être écoutée et je me donnais à 2000%. Mais si tu veux, par rapport à l'ensemble, ouais, à l'ensemble de ma carrière, là, je suis arrivée à un moment dans ma vie où j'avais l'impression, ouais, d'être arrivée au bout, de plus avoir cette envie justement de faire les choses. Et je pense que ce métier-là, quand on n'a pas envie on n'a pas envie de le faire à fond, on le fait mal, en fait. Et moi, faire du mal aux enfants, c'est pas quelque chose que je peux envisager. Donc voilà comment j'ai décidé de partir au départ, quoi. Une fois cette année terminée, t'es partie dans quelle direction alors? Alors à l'époque, j'ai surtout mis de l'argent de côté parce que je suis pas quelqu'un de très économe, hein. Et puis en fait, j'avais le salaire qui allait avec, donc en 6 mois, j'avais mis 15 000 € de côté, tu vois. Donc,
Mais en fait, moi, j'avais juste acheté un billet à l'époque parce que ça coûtait pas très cher pour aller au Canada. Alors, j'habitais à la frontière du Canada à l'ouest, à Seattle. Et puis après Montréal, ça a été dur parce que je me suis demandé pourquoi j'étais partie. Je me suis rendu compte que j'avais laissé tous mes amis, toute une vie que j'adorais derrière moi. Et en fait, ça a été un mois vraiment de transition. Et je me suis rendu compte que j'allais être toute seule aussi, que j'avais pas de plan, que je savais pas ce que j'allais faire, j'avais rien prévu. Et puis après, à la fin du mois, j'ai choisi le 2 septembre parce que c'était le jour de la rentrée scolaire. J'ai décidé d'acheter un billet 4 jours avant, je crois, et je suis partie au Brésil. Et puis après, voilà, après le voyage a commencé. En lisant ton blog, je sentais une forte relation entre ton voyage en Inde et le yoga. Comment est-ce que le yoga est entré dans ta vie, dans ce voyage? Mon histoire avec le yoga est très longue, je vais essayer de te la faire courte. Mais quand même, c'est important de dire que j'ai commencé mon premier cours de yoga, j'avais 18 ans et j'avais détesté. Enfin, c'est pas que j'avais détesté, mais pour le coup, j'étais pas du tout dedans. Et à l'époque, je m'en rappelle, j'avais un regard même sur le yoga où je me disais, oh là, tous ces bobos en pyjama blanc avec les colliers de perles en bois, c'est bon, enfin, jamais j'irai là-dedans, quoi. Bon, faut savoir que quelques années plus tard, j'ai passé plus de 2 mois dans ce lieu, pas en pyjama blanc, mais dans ce lieu. Et donc, en fait, disons qu'au cours de mon voyage, j'ai eu des rencontres par rapport au yoga. D'ailleurs, cette même première année, je logeais en couchsurfing chez l'habitant et j'étais dans une chambre avec une jeune fille qui était russe, qui était danseuse et qui, elle, était à fond yoga. Donc, moi, pas du tout. Et j'ai passé pas mal de temps avec elle, en fait. Et puis après, j'ai fait d'autres rencontres avec des filles dont je suis devenue très amie, qui étaient profs de yoga aussi, dont une que j'avais rencontrée en Nouvelle-Calédonie, et qui, à l'époque, voyageait grâce au yoga. Et donc, moi, il faut savoir que dans tout mon cheminement après, pendant le voyage, ça a été de me dire, j'ai pas envie de m'arrêter de voyager, donc même à la fin de mes économies, je voulais pas m'arrêter de voyager, donc j'étais en recherche de solutions pour continuer de voyager le plus longtemps possible. Donc en fait, déjà, elle, quand j'ai vu qu'elle voyageait grâce au yoga, et qu'elle en vivait en voyageant, en fait, ça m'a ouvert déjà une première porte de ah, ça me fait bien envie, en fait. Et puis du coup, après, j'en ai rencontré d'autres, il y en a quand même pas mal que j'ai rencontrés sur mon chemin. Et j'ai commencé aussi à ce moment-là, à travers mes voyages, etc., à pratiquer le yoga au fur et à mesure de mes rencontres, et puis par moi-même, en fait, de plus en plus souvent. Et en fait, il y a pas si longtemps que ça, ouais, je suis allée faire un voyage en Inde. À l'époque, c'était un voyage pour mon blog. Et puis, je sais pas, j'ai eu un genre de révélation ou un coup de cœur par rapport à l'enseignement du prof à l'époque. Donc c'était vraiment le classique, hein, le vieil indien, la grande barbe, pour le coup son petit habit orange, enfin voilà. Et donc je faisais mes cours qui faisaient partie de l'expérience que je vivais aussi, et j'adorais. Hein. Et puis en fait, je me suis retrouvée à faire des cours particuliers avec lui. Et puis en fait, j'ai adoré et je me suis trouvée aussi, comment dire, il m'a quand même amenée à me rendre compte que je pouvais évoluer très vite dans cette activité-là. Et puis surtout, c'est qu'à la fin de tous les cours, je pleurais. Tout ce qu'il me disait, j'avais l'impression qu'il allait toucher quelque chose juste en moi. Et en fait, notamment, une des choses, c'est que moi, avec mon parcours à travers mes voyages, même l'envie d'être à l'étranger, etc., moi, j'ai une valeur très forte qui est celle de la liberté. Et j'avais le sentiment de trouver, en fait, c'est vrai, cette liberté dans mon mode de vie, dans mes voyages, dans le fait de n'avoir aucune attache et aucune contrainte au quotidien. Et lui, en fait, à un moment donné, m'a dit, alors qu'il ne savait pas du tout comment je vivais, et on n'avait pas de grandes conversations, mais un jour, il m'a dit, de toute façon, la liberté, tu la trouveras jamais si tu la trouves pas en toi. Et en fait, il m'a amené à cheminer vers ça. Et puis, c'est là que moi, j'ai continué ma pratique du yoga. Je suis retournée à Bali dans ce fameux centre où je suis restée 2 mois. Et en même temps, j'écrivais. Et voilà. Et en fait, suite à ça, avec cette rencontre avec cet homme-là, j'ai voulu me former. Et je me suis dit que j'avais moi aussi j'avais toujours envie finalement de transmettre. J'avais toujours envie d'enseigner. Et je me suis dit que j'avais envie de transmettre ce que ça m'avait apporté, ce que lui m'avait apporté avec cet enseignement et tout cet éveil que ça m'a apporté. Enfin, pour moi, oui, le yoga, c'est au-delà du physique. De toute façon, en général, le physique est une entrée qui est en Occident l'entrée la plus commune parce que on va dire que l'éveil spirituel, ça arrive. Aujourd'hui, ça devient un petit peu plus à la mode avec, on va dire, tout ce qui est développement personnel, etc.
Mais sinon, c'est un peu quoi, c'est un peu les gens perchés. Donc, je sais qu'après, tout le travail du yoga, bah, oui, on va y rentrer par le corps, mais en général, dès qu'on bouge des choses dans le corps en étant conscient des transformations qu'on applique sur soi et en étant justement très présent dans son corps et en observant ce qui bouge en soi, que ce soit sur un plan physique ou un plan énergétique, parce que souvent les deux vont de pair, donc c'est pas rare non plus qu'il y ait des gens qui pleurent à la fin des cours de yoga, parce que ça bouge aussi les énergies à l'intérieur du corps en même temps qu'on bouge le corps. Et ça ouvre des zones du corps qui sont parfois fermées et qui fait que les gens ne prennent pas conscience soit de leurs émotions, soit de leurs blocages, etc. Donc en fait, le corps est de toute façon dans tout lié à l'esprit, mais je veux dire, en yoga, de toute façon, oui, c'est indissociable. C'est le corps, le cœur, l'esprit. Il faut trouver un alignement entre les trois pour avoir une harmonie, un équilibre et être complètement aligné, quoi. Et quand tu le dis comme ça, je comprends pourquoi tu t'es tournée vers ça. Parce que Bah parce que, je sais pas, la façon dont t'en parles, on sent que bah, c'est ça à 100% et il n'y a pas d'hésitation, t'es sûre de là où tu vas, tu sais le bien que ça t'apporte, t'en es consciente et enfin, ça se voit que tu as envie de le partager par pur bonheur, par pure sympathie, quoi. bah, non seulement moi, c'est une pratique qui m'a révélé des choses en moi. Après, comme je te dis, hein, ça n'empêche pas que j'ai les pieds sur terre. Je suis pas du tout perchée, hein. Je suis très même. Il y a encore des Ah choses. oui, non, mais c'est deux choses différentes. Enfin, c'est vrai qu'on a des fois cet a priori-là, tout comme toi, t'as pu l'avoir à une époque pour ces fameux gens en pantalon blanc et leur Non, mais collier à c'est perles. ça. Enfin, Mais après, une fois qu'on creuse, puis c'est comme tout dans la vie, on a souvent des a priori sur ce qu'on se connaît pas. Après, à partir du moment où on creuse un petit peu, on peut comprendre que voilà, c'est pas parce qu'on croit en quelque chose ou qu'on a une passion pour quelque chose qu'on est forcément perché, décalé, marginal, etc. Ça peut complètement s'allier en fait. ouais. Et puis moi, en fait, je pense que il y a une chose, c'est que je peux être sceptique sur plein de choses, mais par contre, je suis très très curieuse. Donc, même si je suis sceptique, je vais voir et ensuite je me fais mon opinion. C'est vrai que c'est suite à ce voyage-là qu'après j'ai décidé de me former au yoga, à l'enseignement du yoga. Et cette formation, elle a duré combien de temps? Elle consistait en quoi? Comment ça s'est passé? Alors, il y a plusieurs façons de se former au yoga. Le yoga, c'est ce qu'on en parlait en off tout à l'heure, mais c'est pas, comment dire, il n'y a pas de diplôme d'État, c'est pas répertorié, c'est pas justement du sport, hein. C'est en tout cas, peut-être qu'un jour en France, comme il faut tout mettre dans des cas, ça sera répertorié là-dedans. Même si ça a trait au corps, hein, mais pour moi, c'est, comme je te le disais, c'est plus le domaine du bien-être et c'est presque plus thérapeutique pour moi que sportif. Même si on va très loin dans le travail au niveau du corps et que ça vient renforcer le corps et que ça vient renforcer aussi toute la musculation et enfin, bouger l'ossature, etc. Donc, ça a des effets sur le corps, bien évidemment. Mais en fait, donc du coup, en France, il y a des écoles de yoga où tu peux prendre des cours sur plusieurs années, sur 1 an, je crois même sur 3 ans. Mais souvent, c'est parce que tu vas quelques heures le week-end. Tu vois, c'est en genre formation continue, on va dire, si on peut appeler ça comme ça. Et puis les gens qui travaillent peuvent se former en parallèle, ce qui est beaucoup le cas d'ailleurs, même au niveau des écoles, parce que moi j'ai découvert derrière qu'il y avait une association justement, enfin, de la recherche du yoga à l'école, qui existe depuis très 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 longtemps, des années quoi. Et donc il y a beaucoup d'enseignants qui sont formés par cette association-là pour enseigner aussi dans leur classe à l'école. Et ça, je l'ai découvert bien après, quand j'étais formée déjà. Mais tu vois, quand j'étais enseignante, j'avais aucune idée que ce genre de truc, ça existait, quoi. Et du coup, moi, en fait, bah, j'ai choisi de me former à l'étranger, tout simplement parce que tout ce qui est à durée longue dans le temps, ça me correspond pas. Tout ce qui est délayé, ça me correspond pas. Moi, j'aime bien tout ce qui est condensé, rapide aussi. Tu vois, j'aime pas ce qui prend du temps. Alors que tu peux apprendre. Je vois pas pourquoi apprendre en 4 ans ce que tu peux apprendre en 1 mois. Tu vois, enfin, pour moi, ça n'a pas de sens. Donc, mais c'est ma vision, hein. Il y a des gens qui adorent faire sur du long terme. Et puis, comme je te dis aussi, c'est sûr que si on travaille, bah, tout le monde ne peut pas se prendre un mois plein, bien que les enseignants, c'est possible. Donc, j'ai cherché très longtemps, j'ai hésité très longtemps, et finalement, j'ai choisi de faire un stage donc, en Thaïlande. Quand j'ai fait mes recherches, je suis tombée sur bah, une prof qui a attiré mon attention, qui c'était une école canadienne. La description qu'elle avait du yoga, son expérience de vie aussi, la façon dont elle avait appris le yoga, ça me parlait beaucoup. Donc, je suis allée 1 mois en Thaïlande et là, tu as 200 heures de cours en 1 mois, enfin 3 semaines et demie, D'accord. et tu passes ton examen à la fin. Donc, c'est très, très intense. Donc, en fait, moi, ça me correspondait bien,
Mais il faut savoir que tu peux faire 6 heures de yoga par jour, donc physiquement c'est fatigant. Tu n'as pas toujours 6 heures de pratique, parce que tu as aussi de l'histoire, tu as de la philosophie, tu as de l'anatomie. Puis en gros, tu commences à 6 heures du matin, tu as la méditation, jusqu'à 7h, 7h30. Après, à 7h30, on enchaînait sur un cours physique de yoga, jusqu'à 9h. Après, à 9h, on allait déjeuner. Alors, pareil, le yoga, ça se fait le ventre vide. Donc, en fait, il ne faut jamais manger 2 heures avant. Ah d'accord. Le mouvement respiratoire avec la respiration ventrale, ça vient beaucoup faire travailler l'estomac et les intestins. Et du coup, si tu as le ventre plein, tu peux vite avoir des nausées, la tête qui tourne, tu vois. Donc voilà, donc on mangeait. Après, souvent, on avait un cours théorique. Je me rappelle plus le ratio de cours, mais tu as un bloc philosophie, un bloc histoire, un bloc anatomie, et puis un bloc aussi enseignement pratique, mais tu as la pratique que tu fais toi parce que tu pratiques, donc tu progresses beaucoup en un mois. Enfin, moi, j'ai progressé de ouf, hein. Mais il faut quand même avoir une base, tu vois. Enfin, c'est ouvert à tout le monde, mais je veux dire, à un moment donné, il faut être réaliste aussi. Enfin, déjà, il faut pouvoir ingurgiter le contenu, et deux, physiquement, c'est quand même assez intense, hein. C'est assez intense. Le soir, je veux dire, tu as fini, tu vas te coucher. Déjà, bon, tu te relèves à 6h du matin le lendemain. Enfin, tu te relèves à 5h, mais pour démarrer à 6h. Et puis le soir, on finissait vers 9h30. Enfin, après, c'est parce que tu as le repas, tout ça. Mais bon, en gros, tu finis vers 9h30, 10h, mais tu fais pas long feu, quoi. C'est ça le matin. Le midi, on avait une coupure avec un temps de pause. Souvent, on révisait, ou bon, là, on pouvait aussi aller à la piscine ou ce que tu veux, hein. C'était ça aussi l'intérêt d'être en Thaïlande. Et c'est le temps de la digestion, en fait, le temps de pause. Et après, souvent, on avait encore des cours pratiques et encore des cours théoriques, quoi. Et est-ce que tu as souvenir, alors ça va être très différent par rapport aux gens qui ont envie de le faire en France, mais est-ce que tu as souvenir du coût de la formation, à peu près un équivalent en euros? Oui, alors comme moi je suis partie, c'était, je crois même exactement, il me semble que c'était 1 850 €. Et après, il faut que tu payes aussi ton billet d'avion. Selon les formations, tu as le logement à payer en plus. Après, en France, par exemple, il y a des formations beaucoup plus chères, hein, quand c'est sur Paris et tout ça. C'est pas forcément. Moi, en plus, ouais, je trouvais ça plus cher en France. Le yoga, il y a différentes formes de yoga, il y en a vraiment plein. Donc, moi, j'étais formée déjà au yoga, à l'enseignement classique et le hatha yoga. C'est ce que j'avais appris en Inde et c'est ce que j'aime beaucoup. Et pour moi, quand on n'a jamais fait de yoga, c'est la base parce que c'est la base pour bien positionner les postures et bien les apprendre. Et après, tu as des yogas plus rapides, enfin, tu vois, enfin, on va dire du vinyasa auquel je suis formée aussi, et de yoga plus lent, plus ce qu'on appelle du yin yoga. Et après, entre deux, tu as plein d'écoles. Donc voilà, donc de toute façon, c'est comme quand tu commences à t'intéresser à quelque chose, c'est infini la source, les ressources que tu peux avoir pour augmenter ta connaissance. Ma posture de prof, j'ai jamais eu le sentiment de devoir la travailler pour être professeur de yoga, parce que je l'avais déjà dans mon enseignement, même aujourd'hui. Je suis très pédagogue en fait. Je vais donner beaucoup de clés, beaucoup d'éléments, etc. pour que les gens puissent se positionner le mieux possible. Et ça, si tu veux, la posture, c'est pas quelque chose que j'ai eu à travailler. C'est ce qui fait aussi que j'étais pour moi assez légitime avec cette formation rapide parce que, oui, je devais apprendre de la connaissance. En revanche, enseigner, transmettre, pour moi, ça fait partie de ma constitution. Comme c'était une école canadienne, ton diplôme, il est reconnu internationalement ou dans certains pays seulement? Alors, oui, alors en fait, moi j'avais choisi une école justement qui avait la certification qui est reconnue sur le plan international. Et j'ai choisi pour ça aussi. Et je préférais que ce soit un diplôme international parce que tu as aussi une école française avec une certification uniquement française. Mais voilà, moi dans mon idée au départ, je me suis formée à ça dans l'idée d'enseigner partout dans le monde. Donc dans ma tête, j'allais pas faire une formation française déjà à la base, quoi. Et avec cette possibilité d'enseigner partout dans le monde, est-ce que tu as commencé à enseigner le yoga? Alors j'ai commencé à enseigner le yoga et paradoxalement, je suis revenue en France parce que j'arrivais au bout de mes économies, tout simplement. Du coup, je me suis posé la question, est-ce que j'essaye de me faire embaucher dans des structures à l'étranger? J'ai réfléchi, j'ai hésité à me faire embaucher dans des hôtels ou des choses comme ça. Ou est-ce que je rentre en France? Et à l'époque, j'avais un projet, je voulais créer des voyages à l'étranger, etc. Mais il aurait fallu que je travaille en partenariat avec une agence de voyage, soit qui m'embauchait, enfin...
C'était pas forcément très simple tout ça, mais j'ai essayé dans cette voie-là parce qu'il y a une agence de voyage qui est venue me démarcher en fait. Et c'est comme ça que j'ai commencé après à donner des cours et après il y a eu le Covid très vite. Donc les projets de séjour, tout ça s'est arrêté. Moi le partenariat, l'agence de voyage finalement ça s'est pas fait, tout ce qui devait se faire ne s'est pas fait. Et puis en fait moi j'avais une autre envie quand je me suis formée au yoga, j'aimerais beaucoup intervenir dans les écoles. Donc un de mes projets, c'est de réussir à mettre en place des interventions dans les écoles. Alors je sais qu'il y a plein d'enseignants qui enseignent déjà le yoga, tu vois, même moi des fois, mais c'est pas forcément des gens qui sont formés au yoga, donc ils l'enseignent avec leur conception. Mais je veux dire, franchement, mon projet initial, c'était d'apporter du yoga dans les écoles pour les enseignants. Parce que moi, tout mon cheminement, que ça a été mon départ à l'étranger, que ça a été mon départ en voyage, etc., j'ai toujours après pensé qu'est-ce que je pouvais apporter dans ce métier qui ait un impact. Parce que en fait, j'avais l'impression que j'avais beau être une bonne enseignante, mon impact, il était limite, il se cantonnait au mur de ma classe. Je veux dire, moi aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, j'ai un regard assez critique sur l'école, hein, même si je sais qu'il y a énormément de bonnes choses mises en place, contrairement à ce qu'on peut entendre trop souvent dans l'actualité ou autour de soi. Quand on est enseignant, souvent on s'arrache les cheveux, il y a beaucoup de critiques par rapport à notre métier, beaucoup de schémas préconçus. Je veux dire, on ne nous voit pas comme des pédagogues, on nous voit comme des gens en vacances, des vacanciers professionnels. Donc, à un moment donné, tu as quand même une compétence pour laquelle tu es formé pendant plusieurs années. La pédagogie, c'est une vraie science. Je veux dire, quand on l'utilise dans sa classe, il y a des choses à mettre en place qui sont absolument géniales, moi que j'adore. Donc, je déteste qu'on crache sur ce métier. Ça me fait encore mal aujourd'hui alors que j'ai pas mis les pieds dans une classe depuis presque 8 ans. Ça me touche toujours. Mais si tu veux, moi, mon constat, ça a été qu'à un moment donné, on critique beaucoup les résultats de l'école aujourd'hui, le fait que les enfants ne s'y épanouissent pas comme ils devraient. Alors, encore une fois, avec des gros bémols, parce que c'est pareil, on parle des généralités, alors qu'une école n'est pas une autre, selon le lieu où on se trouve, selon la population, selon les enseignants aussi, tout simplement, parce que on a beau dire, mais c'est un peu la loterie, tous les enseignants ne sont pas les mêmes, comme dans tous les métiers. Chacun va aussi avec qui il est et puis sa vie, tout simplement. Mais après, je me dis, moi, dans ce que j'entends, il y a beaucoup d'enseignants qui sont toujours en état comment dire, d'émulation dans leur métier, qui sont toujours en renouvellement, qui ont toujours l'envie. Et ça, c'est absolument génial. Après, il y a aussi beaucoup de gens dans le métier qui ont fait le choix de rester, même s'ils avaient perdu l'envie, en fait. Voire qui vont en traînant les pieds, etc. Et moi, je te dis, c'est pour ça que j'ai choisi de partir, parce que je pense profondément que quand on n'est pas bien soi-même, on ne peut pas transmettre. Enfin, tout ce qu'on transmet, en tout cas, on le transmet par un vecteur qui n'est pas celui ni de l'amour ni de la joie. Et que forcément, j'en reviens au départ, mais les enfants sont des éponges et que tu ne peux pas attendre d'avoir des enfants qui se comportent de façon autonome, de façon épanouie, de façon créative, collaborative, qui sont pour moi tous des piliers de l'enseignement et de l'éducation, quand derrière, tu as des adultes qui ne sont pas dans la collaboration, qui ne sont pas dans l'épanouissement, qui ne sont pas dans la joie, qui ne sont pas dans l'amour et qui reflètent, on va dire, un environnement qui peut être toxique. Et je veux dire que pour moi, à un moment donné, si on ne travaille pas à la source, c'est-à-dire si tu n'as pas des enseignants qui sont bien dans leur basket, qui sont bien avec ce qu'ils font. Alors, il y en a plein qui le font à côté, qui arrivent à tout gérer. Mais pour moi, c'est encore un milieu très spécifique, avec des problématiques spécifiques. Et je trouve que ça vaudrait la peine d'y accorder une réflexion particulière. Quand on parle de bien-être au travail, en fait, c'est ça. Si tu peux pas avoir le bien-être au travail, si toi, t'es pas bien, quoi. C'est ça. Donc c'est vrai que cette idée de yoga pour les enseignants, je trouve moi que c'est pas une mauvaise idée en fait, que ce soit pour la pratique physique, pour tous les mots qui parfois viennent de causes psychologiques aussi, ou que ce soit pour apprendre à se reconnecter à soi, se connaître, se comprendre. Je pense que ça peut être intéressant en fait, quand tu te comprends mieux toi-même, tu sais mieux comment agir pour aller mieux aussi, quoi. Moi, c'est ce que je pense profondément. Tu vois, tu parles de se reconnecter à soi. Je veux dire, c'est pas du tout égoïste que de prendre soin de soi. Pour moi, c'est prendre soin de soi, c'est prendre soin des autres. Parce que je veux dire, quand on n'est pas bien avec soi, je vois pas comment on peut être bien avec les autres, en fait. Et pour moi, ça devrait être même le départ de tout. De savoir prendre soin de soi, c'est un minimum dans l'autonomie, en fait. Et ce que je veux dire, tu vois, tu parles de se reconnecter à soi, ça veut dire aussi à tout ce que je suis, c'est-à-dire pourquoi j'ai choisi ce métier, quelles sont mes ambitions pour moi dans ce métier,
quels sont mes bénéfices dans ce métier, qu'est-ce que j'y trouve et qu'est-ce que j'ai envie d'en faire et quelles sont mes ambitions pour mes élèves. Et en fait, à travers tout un tas d'émotions, de pratiques, etc., tu peux aller chercher ça, tu peux aller retrouver ça. Moi, je crois beaucoup que tout ce qu'on veut travailler, il faut que ça passe par le corps, il faut le ressentir dans l'être. Donc voilà, j'avais ce projet-là. Maintenant, je ne te cache pas que je suis allée à l'Éducation nationale quand je suis rentrée en France. C'est la première chose que j'ai fait en septembre 2019. Et là, j'étais avec ma grande naïveté de la fille qui avait déconnecté depuis trop longtemps. Moi, ils trouvaient ça très sympathique. Non, ils m'ont dit, bah, tu peux aller proposer dans les écoles, mais on ne croit pas que les profs vont être très preneurs. Ça serait mieux si tu venais pour les élèves. Et c'est dommage parce que tu vois, je suis en train de le conceptualiser là, et bah moi, je le verrais très bien en fait, un cours avec les enseignants d'une même école, et je pense que ça pourrait faire du bien d'avoir une activité commune complètement déconnectée du travail. C'est ça. Et qui aille au-delà des 10 minutes de récré sur lesquelles on a le temps rapidement de parler de notre week-end, tu vois. Mais d'apprendre vraiment à se connaître et d'avoir un temps où tu te connais toi et tu connais ton équipe, parce que bah, comme tu disais, c'est aussi un travail d'équipe quoi, dans une école. Et en fait, c'était ça l'idée, c'était d'avoir donc cette reconnexion à soi, cette reconnexion aussi à l'autre, parce que justement, c'est une individualité, mais dans un groupe. Et quoi qu'on en pense, à la fin d'un cours, il y a une forme d'apaisement, puisque le cours termine toujours par une partie qu'on appelle relaxation, qui est souvent une méditation, normalement, qui va plus vers l'éveil. Donc voilà, donc ça c'est un projet qui n'existe pas encore, hein, puisque bien sûr, je jette une pierre, un message à la mer. Pour que ça fonctionne, il te manquerait quoi? Je veux dire, en dehors du fait que là, c'est le Covid et que c'est un petit peu compliqué, d'un point de vue du statut, il te faudrait quoi? Je peux quand même enseigner dans les structures, mais j'ai pas, moi je suis en passe là de devoir prendre la décision, est-ce que je démissionne de l'éducation nationale pour me consacrer complètement à ça, ce qui me passionne, soit je vais arriver à la fin de ma disponibilité, donc est-ce que je reprends mon statut d'enseignante, est-ce que je reviens en classe pour avoir un vrai salaire? Sachant que si je dis pas de bêtises, là, les 7 dernières années, t'as jamais eu tellement envie d'arrêter le yoga pour revenir enseigner. Tu regrettes pas d'être partie, de pas être revenue dans l'éducation nationale? Non, 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 j'ai aucun regret et puis, ouais, pour moi, tu vois, je disais la liberté, c'est important, mais dans cette grande liberté, c'est la liberté de ton temps. Je veux dire, tu sais que la seule chose que tu peux pas récupérer, que tu peux pas acheter, que tu peux pas rattraper dans la vie, c'est le temps, quoi. Un jour qui est passé, c'est un jour qui est perdu, donc enfin qui est pas perdu, qui a été vécu, mais je veux dire, si tu l'as pas vécu pleinement comme tu avais envie de le vivre, j'ai envie de dire, c'est un peu dommage, quoi, parce que ça sera jamais rendu et tu sais pas. Tu vois, enfin moi j'ai toujours cette image du sablier pour la vie et le sable qui descend et tu sais jamais quand va tomber le dernier grain de sable en fait. C'est le sablier, il s'arrête quand il est vide, mais c'est pas toi qui décides, c'est pas toi qui sais. Et si je devais mourir demain, j'ai fait tout ce que j'avais envie de faire en fait. J'ai fait même plus que ce que je pouvais imaginer faire. Je veux dire, parce que je rêvais de voyager, parce que je vais rêver de découvrir, et parce que ça me fait complètement vibrer. Après, c'est pas les uniques choses. Hein. Je veux dire, tu vois, comme je te dis, il y a plein de choses auxquelles je me suis formée. J'avais envie, j'ai appris la couture quand j'étais à Tahiti. J'ai appris à danser la danse tahitienne quand j'étais à Tahiti pendant des mois pour faire le spectacle avec les filles à la fin de l'année. Moi, j'adore peindre. Enfin, il y a plein de choses. Et en fait, pendant ces années-là, je n'ai fait que ce que j'avais envie. C'était une mini-retraite, comme des retraités, mais c'est choisi et c'est toi qui décides de ton temps tout le temps. Et avoir la pleine disposition de ton temps pendant tout ce temps-là, mais enfin, pour moi, c'est pas possible de regretter, quoi. J'ai profité en fait de l'opportunité que nous donne l'éducation nationale qui est de prendre une pause pendant 10 ans. Et du coup, est-ce que je finis ma carrière dans les écoles et du coup, à ma mesure, je pourrais aussi faire ce que j'ai envie. Hein. Je pourrais très bien emmener le yoga à travers moi, ma classe, et puis voilà, faire déjà de mon mieux à ma place, en fait, tout simplement. Après, ce qui est un petit peu difficile pour moi et dans le fait de revenir, c'est qu'honnêtement, j'ai aucune envie d'être enfermée pendant 6 heures dans une classe entre quatre murs. Et en fait, il y a aussi le fait de revenir dans un environnement que je trouve agressif, en fait. C'est pas le cas partout, encore une fois, mais dans beaucoup de mes expériences, moi, ça a été le cas. Et puis après, je suis spécialisée dans un domaine où, de toute façon, la violence, c'est une réalité, elle est partie prenante, on va pas se mentir. Hein. Enfin, moi, je la subissais au quotidien. Je veux dire, t'es pas surhumain. Hein. Je veux dire, quand la violence fait partie de ton quotidien, t'es fragilisé. Je vais pas mentir, ça me fait pas vibrer aujourd'hui d'aller vivre ça, quoi. Après, je conçois qu'on puisse le faire. Hein. J'ai encore des amis qui le font et qui se sentent toujours à leur place. Et c'est vraiment très personnel. Ce que je dis, c'est pas une vérité pour l'ensemble du corps enseignant. C'est ma vérité et mon expérience, quoi. Et moi, ça m'a plu quand je l'ai fait. Non seulement ça m'a plu, mais en plus pour moi, ça, ouais, ça avait un véritable intérêt
d'aller chercher des solutions particulières pour des enfants qui avaient des besoins particuliers. Pour moi, c'est un véritable intérêt, oui. En attendant, là, tu enseignes le yoga sous quelle forme, sous quelle structure? Alors là, je fais beaucoup des cours, en fait, et du coup, des cours dans des communes, pour des associations, des choses comme ça. Après, moi, aujourd'hui, ma problématique, justement, c'est de faire un choix parce que l'éducation nationale nous limite beaucoup dans nos choix, quoi. Donc aujourd'hui, on peut être salarié. Il y a des pistes que je vais encore explorer parce que voilà, j'ai pas tout exploré. Je sais que plus tu creuses, plus tu trouves des choses. Donc voilà, ma question c'est est-ce que je vais au bout de ma disponibilité? Est-ce qu'aujourd'hui j'entame un nouveau processus vers autre chose? Ouais, c'est surtout ça. Après, j'ai hésité, je te dis, à faire les deux. Et on m'a dit que ça serait très difficile, qu'on ne me l'accepterait pas. Enfin, moi, pour moi, ce qui est plus dur, c'est d'abandonner mon statut, d'abandonner mes diplômes, en fait. De renoncer à ça, c'est vraiment le plus compliqué pour moi. Parce que aussi, c'est pas que je peux pas dire, je me considère pas comme une enseignante aujourd'hui, en fait. Et c'est pas parce que je ne suis plus dans l'école publique de façon ordinaire que je ne suis plus enseignante, justement, en fait. Et en fait, il y a un côté, je trouve, qui est très contrôlant sur la vie de l'individu dans l'éducation nationale, où on va dire tu vas enseigner à tel endroit. Alors effectivement, on a des libertés pédagogiques, ça je l'entends, mais après, tu peux pas vivre où tu veux. S'il y a des conjoints qui sont séparés, il y a des familles qui sont séparées, tu as des gens qui sont obligés de travailler à plus de 3 heures de chez elles, avec les horaires qu'on a et le travail qu'on a, sachant qu'on travaille encore quand on rentre, j'imagine même pas quand ces gens-là ont des enfants. Donc moi, tout ça, ça me questionne en fait, pourquoi on impose ça aux gens, parce que pour moi, c'est presque de la maltraitance. Donc après, on va dire, bah oui, bah sinon, fais autre chose, tu connais la règle, c'est sûr. Donc bah du coup, vaut mieux avoir des gens qui veulent travailler de près de chez soi, mais qui s'en fichent d'être enseignants, que des gens qui ont envie de faire ce métier, mais à qui on donne pas la possibilité d'avoir une flexibilité géographique, tu vois. Enfin, moi, en fait, voilà, j'ai toutes ces questions-là qui sont pas raccord avec qui je suis aujourd'hui, parce que pour moi, c'est une entrave à la liberté, en fait. Mais j'ai pas envie de renoncer à mes diplômes, et je me dis que bah, si là, demain, je monte mon projet en tant qu'entrepreneur, si ça marche pas, faut savoir voilà, nous, on n'a pas d'aide sociale, hein, donc faut se retomber sur ses pieds, c'est sympa, mais voilà, on sait que c'est le risque à prendre. Alors la vie est faite de risques, si on ne prend pas de risques, on fait rien. Mais forcément, enfin, comme je te disais, aujourd'hui, j'aurais 20 ans, je me poserais peut-être pas la question, même 30 ans. Mais je suis dans une phase de ma vie où des questionnements que j'avais beaucoup moins avant, aujourd'hui, je me les pose plus. Je veux dire, si je dois envisager de subvenir à mes besoins jusqu'à tard dans la vie, peut-être que j'aurais pas besoin, mais c'est quand même une possibilité. Et que je peux plus travailler, voilà, qu'est-ce que je fais considérant la retraite? Qu'est-ce que je fais pour assurer ma sécurité aussi en tant que personne, hein. Donc bah, forcément ces questions-là, elles rentrent en compte dans ma décision, en fait. Et là, d'un point de vue concret, il y a 3 points que j'aime bien aborder avec mes invités. Il y a donc le point du salaire, un peu tabou en France, mais si t'as pas de souci avec, je vais te poser la question. J'ai aucun souci. Aux États-Unis, c'est pas tabou le salaire. Quand tu es partie de France, selon ton échelon, parce que j'imagine que si tu réintégrais aujourd'hui, tu réintégrerais au même échelon. Exactement. Est-ce que tu sais à peu près combien tu gagnerais en réintégrant? Oui, 1 850 €. J'avais dit à peu près, mais c'est très précis. Et combien est-ce que tu gagnes là en enseignant le yoga? Et bah, actuellement, je dois gagner 600 €. Et d'un point de vue du quotidien, du coup, pour vivre au niveau de ton loyer, au niveau de la nourriture, etc., tu te débrouilles comment? Et bah, tout simplement, j'ai la chance d'avoir une famille qui est soutenante et je vis chez mon père, et dans ma maison, dans ma chambre d'enfant. Donc voilà, après on adore, enfin moi ça me pose pas de soucis, j'aime bien vivre comme ça. Parce que pour faire ce que j'ai envie aujourd'hui, ça en passe par là. Parce que, encore une fois, il faut en prendre conscience, la disponibilité, ça nous laisse une liberté de temps. En revanche, par exemple, bon, en France, bon, moi, on a des droits qui sont, pour moi, très privilégiés par rapport à d'autres pays. Donc, le fait de ne pas les avoir, si tu veux, j'ai toujours appris à me débrouiller sans aide. En revanche, voilà, je veux dire, aujourd'hui, je ne serais pas éducation nationale, j'aurais le droit à un RSA, par exemple. Je pourrais m'inscrire à Pôle emploi, j'aurais le droit à ce que mes formations soient prises en charge. Je pourrais tu vois, enfin, il y a plein de choses que tu pourrais faire pour avoir un soutien de l'État. Là, en étant fonctionnaire d'État et en étant dans l'éducation nationale, je sais que c'est comme si je me mettais des bâtons dans les roues. Mais en même temps, je garde aussi la possibilité de revenir dans mon métier. Parce que moi, si je démissionne, j'ai plus de possibilité de revenir, vu que je peux pas repasser le concours, vu que je n'ai pas de master. Ou alors, ça veut dire qu'à 42 ans, je vais me refaire 2 années d'études, repasser un master, repasser ce concours qui est
extraordinaire. Enfin bon, voilà, non, c'est clair que je le ferai jamais. Enfin, je veux dire, si je pars après, ça sera sans retour en arrière. Donc, Beaucoup d'adultes auraient du mal à envisager ça, de vivre à nouveau chez leurs parents. Qu'est-ce qui fait que toi, ce choix-là, tu le vis bien? Ça me convient parce que je l'ai choisi, parce que je pense aussi parce que je suis bien avec moi-même, que j'ai des parents qui, même s'ils sont inquiets de mes choix, m'acceptent comme je suis. Et parce que ce que je fais aujourd'hui m'épanouit complètement et que tous les jours, je suis rechargée en émotions positives, en joie de faire, en joie de transmettre, et avec des gens voilà, qui ont une satisfaction de recevoir et qui sont reconnaissants et qui, voilà, qui sont heureux, qui te remercient. Et quand tu sais l'impact que ça a dans la journée de quelqu'un, forcément, tu es content, quoi. Après, évidemment, je dis pas que je peux pas l'avoir dans une classe, hein. C'est un questionnement que je me pose. Je me dis, bien sûr, je sais que si je reprends, ça sera avec l'idée d'avoir un sentiment similaire. Mais je peux pas mentir que j'ai très peur d'être abîmée par le milieu. Je veux dire, aujourd'hui, on parle du Covid, ça pose problème à personne de mettre dans une classe de moins de 30 mètres carrés, 36 personnes dans la même classe avec l'Institut 37. Oui, il n'y a pas d'espace vital respecté à l'école. Donc après, effectivement, il y a des problèmes économiques derrière. Moi, c'est des questions que j'ai soulevées des fois à l'inspection, mon mari au nez forcément, puisque, mais madame, oui, c'est une grosse machine, on fait fonctionner la machine. Je suis d'accord, mais il y a peut-être des questions à se poser comme aussi. Et pourquoi oui, on n'a pas économiquement des moyens, mais qu'est-ce qu'on peut faire alors pour améliorer l'environnement, quoi? Parce que rester planté sur tout ce qu'on peut pas faire, c'est sympa, mais à un moment donné, le monde, il continue d'avancer, quoi. Après, voilà, on a aussi un milieu où, attention, faut pas se mentir, c'est difficile de faire bouger les lignes, hein. Deuxième question qui est un peu en rapport, on parle de confort au travail. Au niveau justement de ta journée de travail, comment est-ce que tu t'organises? Quelle est la différence par rapport à quand tu bossais pour l'éducation nationale? À quoi ça ressemble en fait une journée de prof de yoga? Alors, je pense que je vais pas dire une journée de prof de yoga, je vais dire ma journée de prof de yoga. Parce que je l'organise à ma façon, parce que tu choisis le nombre d'heures que tu as envie d'enseigner, c'est ce qui fait aussi ton salaire. Mais après, on travaille avec le corps. Donc, par exemple, moi, je trouve que c'est physiquement trop dur pour le corps de faire plus de 3 heures de physique. Enfin, après, si tu enseignes en individuel, c'est un peu différent, parce qu'en individuel, tu vas utiliser beaucoup plus la parole et tu vas pas montrer toute la séance. Donc, tu n'es pas obligé de montrer, tu peux enseigner que par la voix, mais quand tu as les gens qui débutent, ils aiment que tu montres. Enfin, bon, bref. Donc, tout ça pour dire que plus de 3 heures par jour, je trouve que c'est beaucoup. Forcément, moi, ma journée, elle commence que l'après-midi, donc ce qui me va très bien, parce que je ne suis pas du tout quelqu'un du matin. Donc pour moi, c'était un supplice en tant qu'enseignante de me lever le matin pour être à l'école à 8h30. Donc ouais, pour ça, pour moi, c'est très cool de me lever sans réveil. Déjà, c'est hyper important. Et puis après, en général, je passe beaucoup de temps à lire, à étudier ou à m'inspirer de textes. Et puis après, j'ai mes heures concrètes de séance, je dis souvent l'après-midi, qui finissent assez tard le soir. Par contre, on va dire que mes cours, ceux qui finissent le plus tard, ils finissent à 21h. J'ai des cours à 14h, souvent c'est 1h30 un cours. Puis après, j'ai des cours 18 à 21h en général tous les jours. Et est-ce que tu as alors est-ce que tu l'avais peut-être ou pas quand tu étais prof, mais cette charge mentale qu'ont souvent les professeurs, est-ce que tu la retrouves là en yoga? De ne jamais avoir fini ta journée, de ne jamais avoir fini ta semaine? En fait, non, tu l'as plus concrètement. Enfin, moi, je l'ai plus parce que je m'en suis débarrassée avant, en fait, hein. Et ça, c'était très, très aussi important pour moi parce que c'était quelque chose de très, 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 très lourd. Enfin, moi, je pensais école H24. C'est aussi ce qui m'a donné envie de partir. C'est que j'avais l'impression de n'être que école, quoi. J'étais en vacances, je pensais école, je pensais aux élèves, je pensais à ce que j'allais faire. Je n'arrivais jamais à décrocher. Mais du coup, elle est où ta vie au milieu de tout ça, quoi? Et là, pas du tout. Ouais, non, je te cache pas que. Là, disons que c'est différent, c'est que oui, le yoga fait partie de moi aussi. Enfin, je veux dire, dans le sens où j'aime, je lis aussi beaucoup. Enfin, tu vois, ça fait partie de mon quotidien, etc. Mais en fait, ça contribue aussi moi-même à mon éveil spirituel, à mon bien-être. L'un dans l'autre, je donne, mais je me nourris en même temps. Ce que je trouvais pas dans l'école. Dans l'école, je donnais, mais je sentais plus que je me nourrissais en fait. Là, je me nourris pas pour donner. Je donne parce que je suis nourrie en fait. Après, aujourd'hui, ce qui me manque, ça serait une stabilité financière en fait. Et ça prend du temps à créer. Et puis ouais, je pense qu'il faut y croire vraiment. Et puis qu'il y a plein de moments où tu doutes parce que ça paraît toujours trop long quand tu es en transition. Les transitions, c'est toujours des étapes dans la vie qui sont un peu difficiles à passer, mais on sait que si tu la passes pas,
t'as pas moyen d'arriver de l'autre côté de la rive et t'as pas de transformation possible. Donc soit tu décides de rester dans ton première étape parce que tu as un certain confort, soit tu décides de sortir de, comme on dit, cette zone de confort et que tu vas aller chercher ailleurs en espérant que ce soit le meilleur. Mais c'est plein d'incertitudes et il faut accepter cette incertitude et ça prend des fois du temps de faire ce chemin, même intellectuellement, tout simplement, quoi. Et ma dernière question, mais je sais pas si elle s'est posée sur ton année 2019-2020, en tout cas elle s'est beaucoup posée avant, c'est les vacances. Tu as eu donc une grande période alors de voyage, mais qui va dire était non professionnelle, donc qui pourrait être apparentée à des vacances, disons du temps off, du temps pour toi. Est-ce que là, depuis un an, comment ça se passe pour tes vacances avec le statut que tu as actuellement? En fait, j'ai pas de vacances. J'en ressens aussi beaucoup moins le besoin. Après, plus parce que, tu vois, un peu en août, j'ai eu des vacances, mais un peu par défaut, quoi. Mais après, si tu veux, si j'ai l'occasion d'avoir un contrat pour des cours, je prends les cours, quoi. Je veux dire, quand tu es à 600 € par mois, tu te poses pas la question, tu vas travailler, hein. Après, je pourrais me poser une autre question parce que, encore une fois, là, moi, j'ai choisi un confort qui me convient. Si j'avais vraiment envie de revenir en France, de vivre chez moi et j'avais besoin d'un salaire, aujourd'hui, je pourrais faire n'importe quel travail en parallèle pour avoir un salaire minimum, quoi. Après, honnêtement, ça me dit rien. Tu vois, je suis très bien pour l'instant comme ça. Je verrai plus tard si à un moment donné, si je me sens plus bien dans cette situation-là, je changerai quelque chose. Et puisque d'un point de vue administratif, t'es toujours en dispo, on ne peut pas complètement acter le fait que tu ne sois plus prof, mais il y a quelque chose que je demande toujours à mes invités en fin d'épisode, et peut-être que malgré tout tu vas pouvoir te prêter à l'exercice. Que dirais-tu si tu devais compléter la phrase suivante? Avant j'étais prof, aujourd'hui je suis. Forcément, il y a un mot qui me vient, c'est aujourd'hui je suis libre. Et tu vois, quand j'y pense, je me le dis à chaque fois, je me dis, mais le jour où je signerai ma démission, je serai libre. Moi, je me suis sentie emprisonnée depuis toujours avec mon diplôme, quoi. Et c'est quand j'ai décidé de partir, quand j'étais aux États-Unis, l'école, je le visualise pour moi, ma personne, pas pour les enfants, pour ma personne. Je me sens emprisonnée, je me sens en cage, en fait. Et pendant longtemps, je disais même, parce que j'ai eu des retours en France ponctuellement au cours de mes voyages, enfin je partais pendant genre un an, je revenais quelques mois, je repartais 8 mois, etc. Et à chaque fois que je passais devant une école, j'avais une boule au ventre, j'avais envie de pleurer et j'avais l'impression de ce sentiment d'être emprisonnée à nouveau. Donc c'est quelque chose qui est très fort en fait. C'est physique. Et je sais que si j'arrive à accepter l'instabilité financière et à accepter l'idée que je serai toujours prof quoi qu'il arrive, même si officiellement un État me retire mes diplômes. Ça ne m'empêche pas d'être, parce qu'on a le droit d'être qui on veut en vrai. Et ça n'empêche pas non plus, je veux dire, si demain je voulais vraiment réenseigner, il y a d'autres possibilités, d'aller dans des écoles privées, d'aller à l'étranger. Tu vois, tu peux très bien aller enseigner aux États-Unis sans avoir un diplôme de professeur d'éducation nationale. C'est vrai qu'aujourd'hui, plus j'avance et plus je me demande qu'est-ce qui me retient. Et je pense que ce qui me retient aujourd'hui, c'est un peu la peur peut-être de me tromper, tout simplement, parce que si je me trompe, ça veut dire qu'il n'y a pas de retour en arrière possible et qu'il faudra me réinventer en nouveau. Et je sais le temps que ça peut prendre. Et autant c'est passionnant, mais comme je te dis, il y a une histoire aussi de sécurité financière qu'il ne faut pas se voiler la face, quoi. Et puis, je ne veux pas non plus faire porter à mes proches une inquiétude, en fait. Et je sais qu'ils s'inquiètent déjà pour moi. Donc, pour eux, je pense c'est-à-dire que il a fallu un temps, notamment, je vois mes parents, il y a eu ce temps de... Bon, elle est partie aux États-Unis, donc c'était génial, mais il y avait quand même, je vais quand même à 17 000 kilomètres, hein, donc c'était pas pareil. Après, il y a eu, elle part toute seule en voyage, donc là, c'était encore un peu, ok, c'est cool, mais bon, voyons voir, tu vois, voilà. Après, quand j'ai dit que je voulais vendre mon appartement pour voyager pendant 7 ans, ok, elle vend son appartement, ok, tu vois, enfin, et si tu veux, bien sûr qu'ils ont évolué dans tout ce temps-là parce que au fur et à mesure, ils ont vu que je m'en sortais, que j'avançais, tu vois, mais à chaque fois, ça a créé une zone d'inquiétude. Et là, aujourd'hui, je pense ce qui les a beaucoup tenus rassurés depuis tout le temps, c'est que j'avais toujours mon diplôme et que je pouvais revenir dans mon métier à tout moment. Et je n'aime pas inquiéter mes proches. Mais après, tu vois, on a tous pareil des rapports différents à l'autre, à la famille, etc. Donc, tu as des gens chez qui ça rentrerait peut-être pas en ligne de compte, en fait. Et tu vois, pour moi, c'est un de mes freins.
Alors après, c'est peut-être un faux frein que je me donne comme excuse. Enfin, tu vois, après, tu peux aller chercher loin tout, mais j'espère pouvoir répondre à ta question. Ah non, mais ça y répond très 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 bien. Honnêtement, c'est quelque chose que j'aimerais pouvoir ressentir, moi aussi un jour côté pro. D'autant que quand tu évoques le bien-être et la connaissance de toi, je t'avouerai que la liberté, ça fait partie des valeurs qui sont le plus fortes en moi. Et comme toi, c'est quelque chose que je retrouve dans ma vie perso, notamment à travers le voyage. Ça fait partie de mes questionnements actuels et j'ai encore beaucoup de mal à comprendre pourquoi je me sens mieux quand je vis 3 mois dans une tente sans revenu et que je mange par terre sur un réchaud, alors que chez moi j'ai mes proches, mes petits restos mensuels, mon bel appart tout neuf et la sécurité de l'emploi, tu vois. Et finalement, je réalise que on peut vivre avec moins et qu'en fait la possession, que ce soit financière, matérielle, c'est pas forcément quelque chose en quoi je me retrouve. Et cette année dispo que j'ai pu prendre l'année dernière, ça m'a également permis de ressentir ce que toi t'as ressenti quelques années auparavant, c'est-à-dire la liberté géographique, la liberté dans tes choix, une liberté dans... Tu vois, c'est tout bête, mais t'as besoin d'aller aux toilettes, de boire, de manger ou autre, juste tu le fais, t'es pas là à calculer que si t'as envie de faire pipi, soit c'est avant 8h30, soit c'est à midi, ou si t'as un peu de chance, t'as une fenêtre de 10 minutes à 10h30, quoi. C'est pas tout bête. Moi, ça, c'est un truc que les gens n'entendent pas. On n'a pas de pause café quand tu es enseignant. Tu rentres dans l'école, tu es dédié jusqu'à temps que les enfants sortent de la classe à la fin de la journée. Donc oui, tu ne vas pas aux toilettes de la journée. Tu vois, ça, et pour moi, ça, c'est aussi un problème. Et ça a été un problème pour moi. Moi, je me rappelle ma première année, toutes mes copines, il y avait un problème, tout le monde avait des cystites. Ah bah oui, tu apprends à être enseignant, en fait. Tu apprends que tu vas pas aux toilettes de la journée. Donc tu bois pas de la journée non plus. On a besoin d'eau, on a besoin d'être hydraté. En plus, on parle beaucoup. Donc en fait, quand on est enseignant, on nie tous ses besoins primaires pour l'autre. C'est simple. Et moi, je suis comme toi. Tu sais que ça a été ça, c'est des trucs que j'ai dit beaucoup quand je suis partie. J'avais envie non seulement de vivre pour moi, je voulais vivre au rythme de mon corps et je voulais vivre au rythme de ma tête. Tu vois, je voulais pouvoir, comme tu dis, aller aux toilettes quand j'avais envie, pouvoir manger quand j'avais faim, boire quand j'avais soif, pas être au rythme de la montre parce que c'est midi, on mange. Déjà, moi, j'ai jamais fait un midi. Tu vois, d'ailleurs, depuis que je travaille comme ça, je me lève très tard le matin. Des fois, je mange à 15h, c'est mon premier repas, quoi. Je ferais écouter ce passage à mon copain parce que c'est mot pour mot ce que je lui dis en fait, que ce que je ressens moi, enfin, je me sentais pas bien avant le voyage. Pendant le voyage, je pense que j'ai dû apprendre à me connaître sur certains points. Et là, en revenant, mon mal-être, en fait, il se traduit par ça, par le fait de ne pas avoir la sensation de vivre par rapport à, moi j'appelle ça pour l'instant mon horloge biologique. Je mets pas vraiment de mots dessus, mais je sens que c'est ça qui me gêne. Ça, tu vois, moi je comprends pas pourquoi je m'inflige ça en fait. J'en suis là à l'année de réflexion. Et c'est pour ça que je lance ce projet de podcast-là et que je le partage, parce que là, je sens que ça me questionne beaucoup. J'ai besoin de voir comment on fait les autres, ceux qui ont réussi ou qui sont en passe de réussir, ou qui se sentent bien dans ce qu'ils font, même si la démarche n'est pas terminée comme toi, mais de savoir qu'il y a autre chose qui est possible et d'avoir des exemples pour m'ouvrir des portes, pour y penser, quoi, parce que je sens bien que ça me va pas, et je vois bien, depuis que j'ai lancé le podcast, le nombre de messages privés que je reçois de personnes qui ont en fait exactement cette même vision-là que moi, quoi, et que toi, et que beaucoup d'autres. Mais tu sais, c'est des besoins, c'est les choses dont on parle, c'est des besoins primaires et C'est élémentaires. ça. Donc, renoncer à ces besoins-là sur 6 heures par jour, voire plus, euh, un choix. C'est un choix. Enfin, c'est un choix qui est particulier quand même. Et comme je te dis, nier ses propres besoins au profit des autres, c'est aussi nier c'est une forme. Enfin voilà, c'est aussi nier qui on est. Et du coup, voilà, à un moment donné, il faut arriver dans ta vie à te reprendre en considération, à prendre soin de toi, à prendre soin de. Et c'est pour ça que c'est important de rééquilibrer avec ça. Et sauf qu'on n'a pas beaucoup de temps pour le faire dans ce métier-là, contrairement à ce que les gens pensent. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit et qui diraient de manière globale, si t'es plus à fond dedans, tant pis, tu fais le minimum. Mais en fait, le souci, c'est que moi, je vais être comme toi et comme énormément d'enseignants, c'est que je peux pas faire le minimum. Parce que, ok, c'est l'éducation nationale qui me paye, mais c'est pas vraiment pour eux que je bosse, c'est pour des enfants. Et les enfants, ils ont rien demandé. Et tu peux pas ne pas donner ton maximum à des enfants et leurs familles, en fait. Non, mais je pense que comme tu dis, et là encore une fois, tu l'as dit, tu as cherché sur tes valeurs, et je pense que, euh, tu vois, quand on a quelqu'un, alors après, ça ne veut pas dire que les autres ne le sont pas, mais il y a des valeurs qui sont plus fortes chez les uns que chez les autres. Quand la liberté, elle est très forte, quand, euh, on va dire, je pense, l'honnêteté, l'authenticité, elle est très forte, tu vois, enfin,
moi, c'est très important de donner le meilleur de ce que je peux faire. Alors des fois, le meilleur, il est moins bon, hein. Donc tu es moins, aussi en phase. Mais comme tu dis, encore une fois, c'est un milieu où, voilà, tu contribues aussi à faire grandir une autre personne, quoi. Et oui, on te demande peut-être pas d'être parfait tout le temps, mais en tout cas, tu peux pas être médiocre tout le temps. Pour moi, c'est pas possible. Tu vois, si tu penses que tu es médiocre tout le temps, j'ai envie de dire, rends ton tablier parce que c'est que tu pas à ta place, quoi. On a trop l'occasion d'être bon quelque part dans la vie. Moi, je suis persuadée qu'on a tous des qualités et qu'il faut aller travailler dans un domaine où on se sent, où on se valorise nous-mêmes, où on valorise les autres et où on a une compétence, pas seulement une compétence, parce que comme je te dis, moi je pars pas parce que je me sens pas bonne prof en fait, je pars parce que j'y trouve pas Ouais. mon compte. Et je pense que vraiment de savoir à un moment donné aller chercher où ma qualité va avoir un impact le plus positif et pour les autres et pour moi, parce que souvent on oublie souvent le et pour moi. Je trouve que c'est quand même une question à se poser, mais C'est pour ça que même si ta reconversion n'est pas encore complètement aboutie, disons qu'elle n'est pas encore définitive parce que tu as encore des doutes et il y a encore des choix à faire, c'est pour ça que je voulais quand même t'avoir sur le podcast parce qu'il y a des enseignants, et j'en fais aussi partie, qui aimeraient juste avoir un break pour apprendre à se connaître. Et en fait, le voyage, je sais qu'il y a énormément d'enseignants qui aiment voyager parce qu'ils ont cette possibilité-là, il y a le temps des vacances, qui aiment voyager et qui pourrait se permettre sur du voyage long, sur le mois et demi qu'on a l'été par exemple, de s'essayer à des choses comme t'as fait toi et de se découvrir des passions pour des choses. Et en fait, quand tu n'es pas dans ton train-train quotidien, tu perds tes repères et du coup, involontairement, on va dire, tu es ouvert à énormément de choses. T'es ouvert à l'inconnu. Et en fait, tu ne réfléchis pas à ce que tu aimerais faire ou ce que tu as envie d'aimer. Il y a juste les choses qui viennent à toi. Tu les apprécies pas, mais t'as cette liberté-là pendant que t'es en voyage, pendant que t'es loin de tout, le fait de pas avoir tes repères, tes habitudes, etc. Et tu découvres des choses qui peuvent ensuite, ça pose des petites pierres et puis ça monte un jour un grand édifice. Et je trouvais ça bien, cette histoire de petite retraite qui peut amener soit complètement à autre chose, comme ça a été le cas pour toi avec le yoga, ou qui peut permettre des fois de prendre du recul et de comprendre que non, on aime vraiment enseigner et ça nous manque, mais peut-être que c'est les conditions qui posent problème. Peut-être que c'est le niveau qui pose problème, peut-être qu'en fait ce qui ne va pas c'est pas seulement notre travail mais c'est nous à l'intérieur de nous, peut-être que c'est une situation familiale, peut-être que ça peut être plein de choses en fait, et prendre le temps de se recentrer, que ce soit par le voyage ou par le yoga, comme tu pourrais peut-être, je l'espère, un jour le proposer aux enseignants, je pense que c'est important et que ça permet aussi d'aller de l'avant. Donc même si voilà, ton parcours il est pas terminé, pour moi il était important parce qu'il permet de se poser des questions et il permet d'avoir de l'espoir et de se dire que on n'est pas obligé de tout plaquer d'un coup et que on a cette possibilité de la disponibilité. Et même si c'est pas simple, c'est possible et il faut pas oublier de voir au loin que même si c'est que 10 ans, en fait c'est un quart de ton temps de travail et si t'as réussi à faire autre chose qui te plaît énormément tout en gardant derrière la sécurité de l'emploi, la sécurité de pouvoir revenir dans l'éducation nationale si t'en as besoin, c'est peut-être pas une reconversion complète comme on peut l'entendre, mais c'est une façon d'être bien dans sa vie. Et il y a beaucoup de profs qui veulent partir, pas parce qu'ils n'aiment plus enseigner, mais parce qu'ils sont pas bien dans leur métier et par conséquent dans leur vie. Et c'est pour ça que moi je trouvais ton profil hyper intéressant. Et après, parce qu'aussi moi personnellement, il me correspondait aussi. Et comme le projet, je le faisais avant tout pour moi, forcément, j'ai un peu choisi des profils qui m'intéressaient, tu vois, égoïstement. Mais je pense que je suis pas la seule que ça va intéresser. Donc merci du coup d'avoir de tout avoir partagé, d'avoir répondu à toutes mes questions, même celles qui étaient les moins simples. Et merci d'avoir été honnête. Et je te souhaite de tout cœur de pouvoir continuer dans le yoga ou de reprendre dans l'enseignement, si tu décides de reprendre dans l'enseignement, mais que tu sois libre de tes choix. Écoute, merci à toi parce que comme je te l'ai dit, je ne savais pas si j'avais ma place dans ce podcast. Mais en tout cas, effectivement, après, c'est une expérience et il y a plein de possibilités. Je pense que pour tous les gens qui chercheront des possibles, en tout cas, voilà, ça ouvre une porte. Et encore une fois, je sais que, comme tu l'as dit, c'est vrai, je le sais, c'est une réalité. Aujourd'hui, c'est plus dur d'avoir des disponibilités, mais il faut regarder tout ce qu'on a parce qu'on a des congés de formation, on a des temps partiels, le mi-temps annuel, etc. Mais
faut les demander, il faut les redemander. Moi, je suis pas partie la première année où j'ai demandé à partir, hein. Donc, je pense qu'il faut pas s'arrêter à un refus non plus si on n'a pas envie de tout couper et de se trouver des solutions. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Avant j'étais prof. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous y abonner afin de ne rater aucun épisode. Pour qu'il gagne en visibilité, vous pouvez également lui donner 5 étoiles et le commenter sur votre application d'écoute favorite. Et si vous pensez qu'il pourrait être bénéfique à quelqu'un que vous connaissez, n'hésitez pas à le lui partager. Retrouvez l'actualité du podcast sur Instagram et aussi sur Facebook, @avantjtprof. Si vous souhaitez échanger avec Caroline, vous trouverez le lien de son compte Instagram dans la description. Et si vous souhaitez voyager avec elle, vous pouvez également y trouver le lien vers son blog lemondedansmavalise.com. À bientôt!